Ave spectateurs, alors je sais que ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu l'occasion de voir ma sale trogne, mais grâce à un abonné qui se reconnaîtra, j'ai pété mon ancienne caméra. Encore un ange parti trop tôt. Nous allons donc aujourd'hui parler de la saga de Paul W.S. Anderson, une saga qui divise énormément, et pour comprendre pourquoi j'ai choisi ces films, il va falloir que je vous parle un petit peu de moi. C'est pas du tout parce qu'on est en confinement et que ça parle de pandémie, n'est-ce pas? Plus sérieusement, je joue aux jeux vidéo depuis l'âge de 3 ans, et pour le coup, les premiers jeux vidéo auxquels j'ai eu l'occasion de jouer, c'était du Resident Evil. C'est donc avec un gros trauma d'enfance que je vais revenir sur la saga de films. Bienvenue dans Ciné, laissez-moi vous prendre par la main. Avec du gel hydroalcoolique. Vers le petit monde dégueulasse de... Resident Evil. Créé par le studio Capcom en 1996, Biohazard ou Resident Evil, de notre côté de l'hémisphère, est une saga de jeux vidéo basée sur le système de survival horror. Dans l'idée, vous êtes un pauvre connard envoyé dans une zone remplie de saloperies qui ont le passe-temps le plus sain du monde, vous faire subir les derniers outrages. L'histoire est simple, la ville de Raccoon City, dirigée par la multinationale Umbrella Corporation, est le théâtre de pas mal de problèmes. Meurtres, disparitions, cannibalisme... je dis tout ce qu'il y a de plus classique en région parisienne. Dans un manoir en périphérie de la ville, Umbrella teste des armes biologiques dont leur plus grande réussite, le virus T, transforme les gens en zombies en réanimant certaines cellules de leur corps, ce qui est parfait pour certains fils de pute voulant transformer une population en arme biologique. Ce qui sera d'ailleurs une des thématiques de certains des jeux comme le mal aimé Resident Evil 6 avec son chapitre en Europe de l'Est où les mercenaires sont dopés au virus G pour économiser quelques soldats. Mais puisqu'ils ont les cerveaux les plus brillants de la planète, il y a un désembarque qui s'échappe et tout le monde finit contaminé. La saga prenant énormément de liberté avec les personnages des jeux, je me prendrai quand même 5 minutes pour vous expliquer qui ils sont. On va donc commencer avec le premier film, et le mieux que je peux vous conseiller, c'est de les regarder avant, sinon moi je vais vous spoiler sec. Réalisé par Paul W.S. Anderson et sorti en 2002, le film raconte comment, après un accident impliquant un employé jouant au frisbee avec le virus T, putain sont vraiment payés à rien foutre ces scientifiques. Le centre de recherche d'Umbrella Corporation, le Hive, se retrouve verrouillé à cause de la contamination. Alors que l'intelligence artificielle du Hive, la Reine Rouge, s'amuse à base de concours de t-shirts mouillés, à refaire l'attraction de la Tour de la Terreur de Disney et à merder grave avec la machine à fumer, il y a un paquet de morts, et Alice, la chef de la sécurité du Hive, jouée par Milla Jovovich, se retrouve amnésique avant que les forces d'intervention d'Umbrella et Matt, un activiste joué par Eric Mabius, fracasse les fenêtres et joue au petit soldat. En descendant dans le Hive pour comprendre comment les choses ont dérapé, le petit groupe tombe sur Spencer, joué par James Purefoy. Moi je m'appelle Purefoy. Drago Purefoy. Le co-chef de la sécurité et faux mari de Alice. Après avoir débranché la Reine Rouge, non sans mal vu que cette sale gosse a quand même un sens de l'humour, disons, particulier. Tu vas t'en sortir. T'es genre super entraîné. Ouais. T'es le meilleur, tu vas gérer grave, tu vas t'en sortir. La salope. Les portes de tout le bâtiment s'ouvrent et relâchent les infectés qui ont quand même une sacrée dalle. On a faim. Eh bien, il faut manger. S'en suivra alors une course contre la montre pour sortir du bâtiment, puisque s'ils ne sortent pas à temps, les portes de sécurité se fermeront et ils resteront coincés avec les morts vivants. Pour cela, ils devront faire équipe avec la Reine Rouge, mais pour soigner les infectés, elle est du genre... Il y a un traitement pour ça, docteur? Le feu, un grand feu. Non, ça c'est votre remède contre tout. Alors que la mémoire lui revient petit à petit, Alice Jovovich comprend qu'elle bossait avec la sœur de Matt l'activiste pour faire tomber Umbrella, et que Spencer, cette petite frappe, les a doublés tout en travaillant son lancer. Alice et le peu de survivants qu'il reste réussiront à sortir malgré qu'un Lakers, putain de merde, qu'est-ce que c'était que ce truc, fera tout pour les en empêcher. Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet parce que le film a été un peu long à résumer, et comme vous allez le constater, il y a un ou deux petits problèmes. Déjà, les jeux d'acteurs sont assez approximatifs. Je peux comprendre le délire de Volvovich qui est complètement perdu dans ses pompes puisqu'elle a pas la lumière à tous les étages, mais pour les autres, c'est... space. Ensuite, on a Michelle Rodriguez qui joue un rôle totalement différent de ce qu'elle joue d'habitude. C'est du sarcasme. La composition de l'équipe est typique des films d'action depuis Alien 2 et ça donne un petit goût rafraîchissant au film. C'est encore du sarcasme. Il y a ni tripes, ni effusion de sang, ni démembrement, et même les gens qui ont été boulottés à mort sont relativement clean histoire de pas se taper une interdiction moins de 13 ans. C'est de la merde. Et pour en revenir sur le Lakers... Coucou. Je dirais juste que, comme le film a été tourné sur décor réel, quand on voit arriver de la CJS de 2002, fatalement, c'est méga moche.
Mais heureusement, le reste du film est excellent. Sans parler des maquillages qui sont plus que corrects, avec une mention spéciale pour les Doberman qui se hintent depuis très sens, l'accent a été mis sur les décors qui sont plus qu'immersifs. Parce que le maître mot de ce film est l'immersion, et pour ça je vais devoir parler de la musique du film que beaucoup ont qualifié de bordélique pour les plus polis, mais c'est loin d'être mon cas. Marco Beltrami, le compositeur, a bossé sur une chier de film des plus bons aux plus discutables, donc pas non plus le dernier des glands pour une adaptation très attendue. Mais pour le coup, Paul W.S. Anderson a décidé de le faire travailler avec un autre artiste. Brian Hugh Warner, né en 1969 dans l'Ohio, est un artiste musical très controversé pour les thèmes qu'il arbore dans ses chansons, comme la religion, la société, les problèmes générationnels, mais aussi le nom qu'il a choisi d'arborer, mélange entre celui d'une grande star du grand écran et d'un des tueurs en série les plus vicieux de l'histoire. Mais par-dessus tout ça, c'est un putain de bon zikos. Genre, vous voyez pas du tout de qui je parle. Bon, et si je vous disais... Parce que oui, la musique du film a été faite par Marco Beltrami en collaboration avec Marilyn Manson, et pour le coup, ils ont fait un super taf. Grave et en tension dans les moments où le film doit se poser, et métal quand ça bastonne sec. Mais petit bémol foireux, vu que parfois on a une musique techno dance fun assez dégueulasse, mais c'est surtout au niveau du montage qu'on sent la qualité. Le réalisateur a eu la bonne idée de laisser cette musique monter crescendo pendant les moments de grosses révélations, et le soin apporté à l'ambiance sonore permet d'avoir des jumpscares qui fonctionnent plutôt bien. Alors il y a toujours un petit truc qui me retourne un peu le cerveau, mais... si les producteurs ont réussi à bosser avec Marilyn Manson, pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris une chanson de Marilyn Manson plutôt que la chanson The Plague de Slipknot comme générique de fin? Non, parce que je sais que c'est thématique, hein, mais c'est pas un petit peu con? Malgré ses petits défauts, le film reste un excellent divertissement et surtout une bonne adaptation. Alors oui, ça se passe pas dans le manoir Spencer, il y a ni Jésus-Christ Redfield ni Jill Valentine, le boss de fin n'est pas le tyran, mais sinon tout est raccord avec le jeu. Umbrella est bien présentée comme la multinationale tentaculaire qu'elle est, et ce dès les premières minutes du film. Il y a de la super technologie, de série Z à pu savoir quoi en faire. Vous allez tous mourir ici. Mais une fois passé la grosse fusillade avec tous les figurants, nos personnages vont devoir compter les balles pour survivre face aux hordes de dalleux en manque. Les héros sont vite séparés au sens propre de la médic, des porte-flingues et surtout de Juan, le chef, interprété par Colin Salmon, qui aurait parfaitement pu gérer tout ce bordel. Un peu comme Jill et Chris, les héros du premier jeu, se retrouvent sans Barry Burton et Albert Wesker au début du jeu. Le film a un objectif, faire un parallèle avec Alice au pays des merveilles. L'héroïne s'appelle Alice, ils descendent dans un complexe souterrain comme dans le terrier du lapin, leur principale menace est la Reine Rouge, et tout ça permet de donner un petit côté poétique à une histoire qui est quand même assez bidon de base. Et je dis ça dans le bon sens du terme. Quant à la réalisation, et là je vais m'adresser aux gens qui répudient ce film comme si c'était la pire merde sortie depuis 2001 l'Odyssée de l'espace, quand on voit les superbes effets de mise en scène, les scènes d'action hyper bien filmées et les plans de ouf tapés juste pour le prix du décor, vous êtes sûr que vous n'aimez pas le film juste parce que c'est adapté d'un jeu que vous aimez beaucoup? Et comme le film a rapporté presque 103 millions de dollars pour un budget initial de 32 millions, les producteurs se sont très vite dit, il y a moyen de faire une suite. Ça sert vraiment à rien que je vous explique, je vais plutôt vous laisser avec des amis à moi vikings à qui j'ai fait montrer le film vous donner leur ressenti. Putain de merde, ça doit faire un mal de chien. Mais pour le coup, Resident Evil Apocalypse est probablement le seul film au monde à très bien porter son titre. Réalisé par Alexander Witt et sorti en 2004, le film prend suite après qu'Alice et Matt, l'activiste, ont été capturés par Umbrella à la fin du film précédent. Alice se réveille et se retrouve devant une ville fantôme remplie de morts vivants. C'est alors qu'on découvre Jill Valentine, jouée par Sienna Guillory, membre des Stars, une unité d'élite de la police et héroïne du premier et troisième jeu, qui se paye une entrée des plus discutables dans le commissariat. Alors, je suis très loin d'être un spécialiste, bien évidemment, mais je pense que si tu rentres habillé en civil dans un commissariat et que tu commences à tirer sur des suspects, il y a une très forte probabilité pour que tu finisses abattu comme un chien. Flic ou pas. Et donc, pourquoi voulez-vous devenir officier de police? Mais parce que je veux tuer! Alors bienvenue dans la police des États-Unis d'Amérique. Elle conseille à tout le monde de bien vouloir foutre le camp de cette ville de connards, et en arrivant à la sortie de la ville avec son pote Peyton, joué par... OK Google Translate. Raza Akadotti. Umbrella commence à tirer dans le tas puisqu'il gère l'immigration façon gros redneck. En cherchant refuge dans une église qui donnera une bonne scène avec le prêtre et sa sœur, il tombe sur la reporter Terry Morales, interprétée par Sandrine Holt, et Alice qui a gagné des super pouvoirs depuis le premier film, ce qui lui permet de ne pas s'exploser une épaule en tirant avec un fusil à pompe à une main avec le bras tendu, et aussi balancer sa putain de moto à travers un vitrail situé à plus de 4 mètres de haut. Qu'est-ce que c'est que ce putain de film?
Alors que les débiles cherchent un moyen de fuir la ville et qu'ils ramassent le comic relief au passage du nom de joué par Mike Phelps, le docteur Ashford, joué par Jared Harris, les contacte pour retrouver sa fille disparue de son école pendant son exfiltration en échange d'une porte de sortie. Pour être sûr que ça marche, il met aussi sur le coup des survivants des forces d'intervention d'Umbrella, dirigés par Carlos Oliveira, joué par Odd Fair. Et tout ce beau petit monde vont devoir faire équipe pour sortir de tout ce bordel, le tout poursuivi par Darth Nemesis, le nouveau jouet télécommandé d'Umbrella qui s'est fixé pour objectif de leur faire le cul. Le film se termine après que le petit groupe ait quitté la ville, désintégré par une tête nucléaire, et Alice se sacrifiant pour protéger la gamine Ashford. Une fois récupérée par Umbrella et remise sur pied, elle développe de nouveaux pouvoirs, mais le film laisse entendre qu'elle serait contrôlée par Umbrella. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet parce que le film a été un peu long à résumer, et comme vous allez le voir, il y a genre 2 ou 3 millions de petits problèmes. Alors dans l'ensemble, qu'est-ce qui va dans ce film? Rien du tout, ce film est merdique à presque tous les étages, et encore heureux que les acteurs font ce pourquoi ils sont payés, parce que sinon, il y aurait vraiment rien à sauver. Vous voulez un conseil? Regardez donc une merde tournée dans un micro-ondes, ce sera bien plus enrichissant d'être obligé de subir ça. Vous vous souvenez du parallèle avec Alice au Pays des Merveilles et tout le reste du premier film? Eh bien je vous invite volontiers à vous les coller en suppo. Alexander Wright a réalisé son film sans aucun recul à la fois sur le scénario ou sur la réalisation. Et l'un des plus gros reproches du premier a été son manque de fidélité. Ce qui nous amène donc au premier problème du film, son fanservice abusif. Alors on a quand même dans le même jeu Jill Valentine qui était l'une des héroïnes du premier et troisième jeu, Carlos Oliveira, un membre de l'unité d'intervention d'Umbrella accompagné de Nikolai venant du troisième jeu, Ashford venant du jeu Code Veronica même si son personnage n'est pas du tout le même, mais surtout le Nemesis. Alors pour le coup, moi ça va, je gère, puisque j'ai quand même torché pratiquement tous les jeux sauf certains spin-offs. Mais je n'imagine pas du tout le bordel que ça doit être de te retrouver catapulté dans un film avec autant de références mal branlées sans avoir la moindre idée du background des jeux, sachant qu'en plus ça n'apporte strictement rien à l'intrigue puisque c'est Alice Vololovovic, l'héroïne, et qu'elle est au centre du récit et qui prend les décisions. Et vite fait Ashford, mais c'est surtout pour faire avancer le scénario. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème des adaptations de jeux vidéo. Avant l'écriture de ces lignes, je discutais avec un ami de la possible adaptation du jeu vidéo Monster Hunter, et il flippait grave de voir que le scénario n'avait strictement rien à voir. Et c'est un petit peu le problème de ce genre de jeux qui n'ont pas ou presque pas de scénario, mais qui se reposent essentiellement sur ce qui fait du jeu vidéo, eh bien le jeu vidéo, c'est-à-dire une expérience. Dans un film ou un livre, le public est principalement spectateur et regarde l'histoire de manière extérieure, mais pas dans un jeu. Chaque jeu vidéo va vous procurer une expérience différente d'un autre, et c'est ça le plus compliqué dans l'adaptation. Faire en sorte que le film te permette de ressentir les mêmes émotions que quand tu as la manette ou le clavier en main. Et c'est pourquoi la plupart des scénaristes sont obligés de broder autour, mais bien évidemment, loin de moi l'idée de dire qu'une expérience est meilleure qu'une autre, c'est juste que ce sont des expériences différentes. Et parfois difficile à adapter. Si je devais comparer, je prendrais la série de jeux Metal Gear Solid. Elle se base principalement sur l'infiltration, l'espionnage, les manipulations politiques et les gros robots qui tirent des rayons laser. Et moi, je suis un robot, je suis Robespierre. Comme les jeux sont de base très cinématographiques, la seule chose difficile à retranscrire serait le stress de l'infiltration et la sensation de victoire d'avoir endormi les crétins de porte-flingue qui vous barrent la route. Haha, gros nul. Mais dans Resident Evil, ça serait quoi? Personnellement, je dirais l'angoisse, la sensation d'impuissance face aux hordes de créatures immortelles que tu es obligé d'affronter, et la désagréable sensation que le monde entier est contre toi. Et malheureusement, malgré un scénario plutôt bon mais classique, le film rate de base ce qui pourrait faire de lui une bonne adaptation et plus important, un bon film. Il n'arrive même pas à être raccord avec la mentalité des personnages du film précédent. Quand tu vois qu'Alice Jovovich était la première à vouloir protéger les militaires infectés parce que c'est pas non plus un monstre, tu comprends pas trop pourquoi elle est prête à exploser la tête d'un mec encore humain devant ses collègues et amis, justifié maladroitement par le fait qu'elle a été modifiée génétiquement. Si vous me tuez, ça ne va pas tout arranger. Non, mais ce sera un début. En plus des petits défauts, j'avoue que le premier film était assez propre pour un film d'horreur certes, mais au moins il faisait peur grâce à une bonne ambiance et ses jumpscares. Apocalypse n'est ni terrifiant, ce qui est un comble pour un film d'horreur, ni drôle, ni touchant, ni intéressant, ni agréable à regarder, il est toujours à côté du sujet. Au niveau de la réalisation, c'est une horreur sans nom. Alors je vais essayer d'être barbare pour ne pas perdre certains d'entre vous, mais dans l'idée, le premier film avait un ratio, soit le cadre qui définit l'image, de 1:33. Resident Evil Apocalypse, lui, passe au ratio cinémascope de 35. Ce qui fait tout de suite comprendre qu'il y a beaucoup plus de budget, mais aussi crée une certaine distance avec le spectateur, puisque
C'est pour mettre plus de personnages à l'écran, mais aussi mettre en avant les décors. Mais quand tu vois le film, c'est ridicule, puisque pratiquement tout est plongé dans une nuit noire, comme si t'avais la tête dans le trou du cul d'un taureau. Alors niveau beauté des décors, merci, mais on repassera. Mais surtout, c'est un problème au niveau du jeu d'acteur, puisque comme on est moins proche des réactions des personnages, eh ben on voit moins leurs réactions. Et si seulement c'était le seul problème. Ce que vous voyez à l'écran, ou plutôt ce que vous essayez de comprendre, est une compilation des scènes d'action, et comme vous pouvez le constater, c'est illisible. La caméra est trop proche, et le montage est parfaitement apocalyptique à base de cuts ultra rapides, rendant le tout insupportable. Quant aux autres scènes d'action, filmées de manière plus classique, elles sont le plus souvent massacrées par des ralentis ou désamorcées par le comic relief. Et je vais vous avouer que j'ai chopé malin la tête au bout de 20 minutes, ce qui est un record en soi. Quant à la production musicale, c'est particulier, puisque bosser avec un mec comme Marilyn Manson avait donné de bons résultats, bah rajoutons-en par remorque de 33 tonnes. Alors de base je suis très fan de métal, y a pas de souci là-dessus, mais disons que j'ai réussi à rien reconnaître des groupes que j'écoute habituellement, ce qui est quand même grave. On a Slipknot, Rammstein, The Cure, Killswitch Engage, Rob Zombie, Nightwish, Devil Driver, et sans même parler de métal, y a même du Massive Attack, et j'ai calculé, que dalle, tellement le montage son est bidon au possible, et le pire c'est que cette merde a reçu le prix Génie pour meilleur montage son. Et c'est comme ça que j'ai perdu la foi. Le film a coûté 50 millions de dollars, une information à prendre avec des pincettes puisque le chiffre change d'un site à l'autre, mais il en a quand même rapporté presque 130 millions. Et je peux parfaitement comprendre pourquoi. En fait, la popularité du film se base essentiellement par rapport au jeu, et aussi à sa fidélité. Le problème c'est qu'il n'y a rien de fidèle dans ce film, c'est juste des références toutes pétées. Alors, on a donc l'accident de la gamine provoqué par un camion comme celui de Claire et Léon dans le deuxième jeu, les personnages complètement modifiés pour le film comme Ashford père et fille qui est censé avoir créé le virus T alors que c'est le docteur Marcus dans les jeux avant de se faire entuber par Umbrella, sans oublier le Major Kane joué par Thomas Kirchman, personnage inventé, ce qui est complètement crétin parce que des fils de pute de multinationales sans scrupules c'est pas vraiment ce qui manque dans les jeux. Le seul cosplay réussi c'est Jill Valentine qui passe d'une flic avec de la détermination mais aussi du cœur à une machine à tuer façon Furiosa. Mais elles, comme le reste des héros, n'ont rien à voir avec leur personnage d'origine, que ce soit dans leur design ou leur caractère. Carlos qui passe du petit minet portoricain de 19 ans au gros bourrin de 40 piges, bon c'est vrai Capcom l'a fait lui aussi dans le jeu, mais il est sorti en 2020, donc ça compte pas vraiment. Nikolai, le probable vétéran de la guerre froide, nettoyeur professionnel d'Umbrella, se voit amputé de sa carrure de rugbyman pour être transformé en rouquin avec 30 ans de moins pour le rôle, uniquement là pour crever de façon ridicule. Blabla les dialogues. Ah mon dieu, un monstre. Mais le pire, ça reste le Némésis. Alors, dans le design, je dis pas ça passe, le film a reçu un prix pour son maquillage et c'est la seule chose qu'il mérite. Il est là pour reprendre le rôle de Monsieur X, le tyran du second jeu, et contrairement à lui, les portes et les obstacles, il s'en branle. Il passe à travers les murs et peu importe la distance que tu vas mettre entre lui et toi, il te retrouvera toujours. Alors comment d'une machine à tuer, un sac à PV agile, rapide, une force de la nature qui te stalke partout dans la ville pour te coller des béquilles de forain, peut devenir une immense glaire de 3 mètres de haut avec un balai tellement enfoncé dans le cul qu'il arriverait à peine à se pencher. Et croyez bien que je ne suis pas contre les libertés prises par rapport à eux, on le verra dans les suites, mais les personnages du jeu avaient une vraie personnalité, remplacée ici juste par du badass. Bon, quand c'est bien fait, ça donne le Doom Guy, l'incarnation physique de l'expression morts et désolation. Non, je me fous vraiment pas de ta gueule, tu peux regarder dans le dictionnaire le mot bourrin, tu vas voir, tu vas pas trouver de définition, mais juste sa photo. Et c'est complètement voulu, puisque le jeu veut te mettre dans les pompes d'une machine à tuer qui sulfate du démon comme un trader sniffe de la coke. Et ça en fait un sacré paquet. Mais là, c'est juste pathétique pour la simple et bonne raison que les personnages ne sont pas censés être des archétypes, mais bien de vraies personnes à part entière. On oublie les sentiments, on oublie les traumatismes, on oublie ce qui fait de des êtres humains et ce qui nous les ont fait apprécier pour devenir des personnages unidimensionnels et bourrins sans saveur. Pour finir avec la fidélité, les seuls bons plans sont repris des jeux, et même pas des jeux d'origine, puisque les jeux les plus proches sont le 2 et le 3, mais tirés directement dans l'intro de Code Veronica, et la bande-annonce était franchement bien foutue. Ça ressemble au jeu, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Encore un cas flagrant de beau de loin, mais loin d'être beau. Et on enchaîne donc avec le troisième film qui m'a légèrement laissé le cul entre deux chaises. Et d'où elle vient cette musique? Des hautes terres d'Écosse. Réalisé par Russell Highlander Malkani et sorti en 2007, Extinction se passe 5 ans après Apocalypse et malgré la nucléarisation de Raccoon City, le virus T a réussi à échapper à tout contrôle, réussissant une partie parfaite sur Plague INC, infectant le monde entier comme ces glands de scientifiques ont mis de l'ADN de Scar du roi lion dans le virus, les rivières s'assèchent, les forêts se dessèchent et les chaussettes de l'archiduchesse ne resteront pas sèches. Bref, c'est bien la mère des Alice
Bovitch, ayant réussi à s'échapper du laboratoire d'Umbrella, arpente les routes seul à la recherche de survivants. En parallèle, on suivra Claire Redfield, interprétée par Ali Later, que vous connaissez plus pour son personnage dans la série Heroes, accompagnée de son petit groupe de survivants qui compte Carlos Oliveira ainsi que LJ, toujours joué par Oded Fehr et Mike Phelps. Alors qu'Alice cherche de l'essence, elle trouve le journal d'un suicidé concernant une certaine ville appelée Arcadia, une colonie miraculeusement épargnée par l'infection située en Alaska. Pendant ce temps, Umbrella est légèrement dans la merde, puisque responsable de la fin du monde, ce qui fait tâche sur un bilan d'entreprise. Albert Wesker, joué par Jason O'Mara, le traître et grand méchant du premier jeu et gros personnage de l'univers Resident Evil, est le président d'Umbrella. Et il explique au Dr Isaac, joué par Ian Glenn, ou Jorah Mormont pour les intimes, qui cherche un moyen d'endiguer l'infection en utilisant des clones d'Alice pour tenter de reproduire les mutations qu'elle a subies faute d'avoir la vraie Alice sous la main, que s'il ne trouve pas une solution vite fait bien fait, il le vire sans parachute doré. Voire pas de parachute du tout. Pendant ce temps, les survivants Champ Rouge se tapent un petit remake des oiseaux d'Hitchcock, ce qui permet d'introduire les ennemis aussi emblématiques que les Doberman, les corbeaux. Pendant que le groupe se fait littéralement décimer, Alice se pointe pour faire du poulet grillé avec ses nouveaux super pouvoirs. Elle explique donc l'idée d'Arcadia à Claire et aux autres, mais pour y aller, il va leur falloir de l'essence. Leur seule solution est d'aller à Las Vegas, mais une fois sur place, ils tombent sur la nouvelle création d'Isaac, des super zombies dopés au sang des clones d'Alice. Les morts sont légion, mais alors qu'Isaac tente maladroitement de contrôler Alice, celle-ci, après avoir trucidé 2 ou 3 porte-flingues, propose d'attaquer le QG d'Umbrella pour utiliser leur hélicoptère pour aller jusqu'à Arcadia. Isaac se fait contaminer, Carlos se fait contaminer, mon chat se fait chouchouter, et après que les survivants empruntent l'hélico pour une durée indéterminée, Alice descend dans le complexe pour y retrouver ses clones, mais aussi la Reine Blanche, la petite sœur de celle du premier film qui est visiblement la plus réussie de la famille puisqu'elle aide Alice à mettre une pile à Isaac, complètement défoncé au super virus T et transformé en tyran. Ok, si ce truc là est un tyran, moi je suis Benedict Cumberbatch. Qui finira comme One, éparpillé par petits bouts façon puzzle. Et le film se termine par Alice qui explique à Umbrella Wesker qu'elle va pas tarder à venir leur botter les fesses. On va donc commencer avec ce qui ne va pas dans le film, mais pour le coup ça risque d'être beaucoup plus court que le film précédent. Principalement ce sont les détails. Déjà, pourquoi t'as mis un porte-jartella rouge sous ton short, meuf ? C'est quoi l'idée? Tu vas avoir l'air sexy pendant une putain d'apocalypse zombie? Ça n'a aucun sens! Quand Kmart, l'ado du groupe joué par Spencer Locke, se maquille, ça a un fond de logique. C'est une gosse qui a besoin de se raccorder à un semblant de vie normale. Mais toi, t'es une adulte qui satellise du zombie par paquet de prendre depuis des années. Costume plus que particulier parce que comme vous pouvez le constater, le haut fait vraiment penser à du Mad Max, mais le bas ressemble au fantasme d'un quarantenaire du marketing. Ensuite, c'est rétrospectivement que ça déconne. Où est passée la fille Ashford? Alice s'est quand même fait empaler pour lui sauver la vie, alors qu'elle disparaît de l'intrigue. Valait le coup, tiens. Ensuite, si Umbrella a déjà un antivirus, qu'est-ce qu'Isaac cherche dans le film? Comment un virus qui touche les hommes et les animaux et les transforme en monstres peut assécher les rivières et faire mourir les cultures? Pourquoi ne pas avoir situé l'action dans le désert du Nevada qui est quand même relativement grand et pourri comme bled? Si Alice a reçu ses pouvoirs dans une expérimentation à la fin du premier film, pourquoi ne pas reproduire l'expérience sur les clones au lieu de chercher à reproduire les conditions du premier? C'est quoi le délire? C'est comme dans le labyrinthe, tu développes un vaccin à l'infection après une expérience traumatique? Dans ce cas-là, tous les survivants du 2 et du 3 devraient être immunisés, non? Donc pourquoi, excepté parce que t'es un gros enfoiré de sadique, tu envoies ces pauvres clones à la mort? Après, je suis peut-être mauvaise langue. C'est peut-être son seul moyen de décompresser après le boulot, hein, genre les zombies de la télé-réalité. Et surtout, le truc le plus important. Pourquoi, si vous pouvez cloner tout le monde dans des proportions indécentes, vous vous emmerdez à chercher un remède alors que vous pourriez juste nettoyer complètement la planète en mettant une balle dans la tête de tous les zombies pour ensuite repeupler la Terre avec des milliers de clones ni vus ni connus? Et si le problème c'est la Terre stérile, vous allez pas me dire qu'avec vos milliards et votre super technologie de série Z, vous êtes pas foutu de créer des cultures sous serre ou juste de terraformer la planète? Non mais sérieux, Umbrella, de base on avait compris que vous étiez des connards, mais vous forcez pas non plus à être des enculés juste parce qu'il y a une pandémie. Laissez donc ça au gouvernement français. Ils y arrivent très bien. À part ça, le film est excellent. En général, c'est compliqué pour un post-apo de mettre en application l'idée simple du « y a plus de règles, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous ». Là, toute l'idée dans le scénario, aussi sublimée par la réalisation, c'est la diversion. Entre la ferme perdue au milieu de nulle part qui cache en fait la porte d'entrée du labo, ce zombie qui en cache des dizaines, l'oiseau qui en cache une petite centaine, la clone d'Alice qui en cache des milliers, LJ qui cache sa morsure, ces survivants qui ont besoin d'aide qui cachent des fous furieux cannibales, l'attaque des super zombies qui cache la tentative de récupération d'Alice par Isaac, et toute l'intro qui cache en fait une expérience. La scène la plus marquante pour illustrer ça est le moment où le pauvre LJ finit contaminé quand il tire sur le reflet d'un zombie dans un miroir. Tant qu'on parle d'LJ, parlons un petit peu des personnages.
Alors, j'ai pas besoin de vous dire qu'il y a une galaxie entre le traitement des personnages du 2 et du 3. Alice est infiniment plus humaine qu'avant et sa relation avec Carlos est bien plus intéressante. On sent que ces deux-là ont un passif qui les a rapprochés sans pour autant tomber dans la romance cucu. AJ est à la fois touchant et utile, ce qui change de son interprétation de bouffon gentil du précédent volet. Isaac, l'antagoniste principal du film, est un de ces enfoirés que j'adore. Jusqu'au boutiste dans son obsession pour Alice et ses recherches, folie d'une candeur que je ne peux que comprendre. Ian Glen offre une interprétation tout en finesse jusqu'au moment où il se transforme en ce truc là, et où il tombe dans le cliché du méchant satisfait de son sort. Seul bémol, le personnage de Claire Redfield, héroïne du deuxième jeu, aux côtés de Léon S. Kennedy, ainsi que des spin-off Code Veronica et Révélation. La prestation d'Ali Letter est bonne, mais n'offre malheureusement pas grand chose d'original, que ce soit dans son look ou son écriture. La raison pour laquelle Jill Valentine n'est pas la chef de ce petit groupe de survivants, eh bien tout simplement parce que Sienna Guillory était engagée sur Eragon. Meuf, vire ton agent, il te veut tout sauf du bien. Et pour conclure, je disais un peu plus tôt que le film me laissait un peu incertain. En effet, j'ai pas trop tapé dessus, et j'avoue que les imbécilités du scénario sont excusables au vu de ses qualités. Le truc c'est que le film est un excellent post-apo, mais un très mauvais Resident Evil. On pourrait croire tout simplement que le film s'inspire énormément de Resident Evil 5, qui se passe en Afrique, et donc en plein soleil, mais pour le coup le film est sorti en 2007 et le jeu en 2009. Alors qui a inspiré qui là pour le coup Le film tire bien plus son scénario sur une histoire classique de zombies après une apocalypse, un petit peu comme dans The Walking Dead, mais pour le coup, ça en fait un bon post-apo. Mais pas une bonne adaptation de Resident Evil. C'est pour ça que je suis mi-figue mi-raisin avec lui, mais au fond, j'ai passé un super bon moment devant. La patte de Mulcahy donnant des plans tout en finesse, c'est probablement le meilleur de la série. Nous allons donc arrêter la vidéo ici. J'ai profité du confinement pour pouvoir en écrire plusieurs, ce qui me permet de couper celle-ci en deux et ne pas trop vous surcharger d'informations. Ce qui me permettra aussi de vous proposer 3 vidéos. Attends, si tu fais 3 films par vidéo, pourquoi t'as dit 3 vidéos? Je vous retrouve donc très vite pour la suite, en espérant que le confinement s'est bien passé pour vous comme pour vos proches. En attendant, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, ainsi que de partager et de mettre un pouce bleu. Ça ferait vraiment très plaisir à mon petit cœur. C'était Simon Belmont, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.